Quasiment 21h dans BFM News. Merci d'être avec nous. Bienvenue à la une ce soir. Des heures à haut risque au Royaume-Uni. Plus d'une centaine d'appels à manifester ont été lancés. Des contre-manifestations sont également annoncées. Les forces de l'ordre sont mobilisées en nombre pour éviter une nouvelle flambée de violence. On fera un point complet avec nos envoyés spéciaux sur place. Le Moyen-Orient toujours sous tension depuis l'assassinat du chef politique de la semaine dernière en Iran. Mais le mouvement islamiste palestinien a désigné son successeur. C'est Yahya Sinwar, déjà ennemi numéro 1 d'Israël. C'était une star du petit écran, l'animateur Patrice Lafonce est éteint aujourd'hui. Il avait 84 ans, il avait rythmé le quotidien des Français ces 50 dernières années en présentant des jeux qui ont marqué l'histoire de la télévision, des chiffres et des lettres bien sûr, mais encore Pyramide ou Fort Boyard. Tous les regards se tournent donc ce soir vers le Royaume-Uni qui redoute une nouvelle flambée de violence. Des appels, une centaine d'appels à manifester ont été lancés ces dernières heures. Et fait nouveau, des contre-manifestations de mouvements antifascistes sont organisées. Parmi les villes les plus à risque, il y a Liverpool notamment, où on vous retrouve tout de suite Edgar Becquet. Bonsoir Edgar, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Quelle est la situation? Beaucoup de forces de l'ordre j'imagine et des militants antifascistes notamment. Oui, pour l'instant, Jérémy, la situation est calme. Il y a un peu plus d'1 millier de militants antiracistes, antifascistes ici dans cette rue de Liverpool. Regardez sur ces images de Hugo d'Orsemène, il y a, je vous le disais, un peu plus d'1 millier de contre-manifestants. Ces manifestants se sont rassemblés il y a maintenant 1 heure. Ils sont arrivés assez rapidement ici dans cette rue de Liverpool. Ils se sont rassemblés car à 20h, donc potentiellement dans les prochaines minutes, il devrait y avoir ici un rassemblement de manifestants d'extrême droite, de militants anti-immigration, et c'est ce que craignent justement les autorités anglaises, c'est qu'il y ait des affrontements entre ces manifestants d'extrême droite et ces contre-manifestants antifascistes que vous voyez à l'antenne et qui se sont rassemblés ici dans cette rue de Liverpool. Et de l'autre côté, vous le voyez et vous le disiez Jérémy, il y a un important périmètre de sécurité, un important dispositif de police qui a été mis en place. Vous les voyez, ces femmes et ces hommes qui sont des policiers spécialisés et qui ont été déployés aujourd'hui pour gérer de potentielles heurts, pour gérer de potentielles violences urbaines ici au Royaume-Uni. Vous le voyez, ce camion anti-émeute. Tout à l'heure, on a aussi vu des policiers à cheval et il y a également dans le ciel depuis tout à l'heure un hélicoptère qui quadrille, qui surveille cette contre-manifestation qui a donc commencé. Vous le disiez, la crainte des autorités, c'est qu'il y ait des manifestants d'extrême droite qui viennent ici dans ce quartier de Liverpool. Ils ont choisi, ces manifestants anti-immigration ont choisi ce quartier de Liverpool puisque, vous le voyez peut-être, il y a un bâtiment qui est barricadé avec des plaques de bois. Et bien ce bâtiment, c'est un centre pour réfugiés, un centre pour migrants, et les manifestants pourraient ce soir, les manifestants d'extrême droite pourraient justement s'en prendre à ce centre pour migrants. Merci Edgar Becquet avec Hugo Durs à Liverpool pour BFM TV. Ce sont justement ce type de bâtiments qui sont également visés du côté de la capitale où on vous retrouve Laura Calmus. À Londres également, des manifestations racistes sont prévues et des contre-manifestations anti-fascistes avec la police londonienne qui promet d'utiliser tous les pouvoirs, toutes les tactiques et tous les outils pour garder le calme. Exactement, alors j'ai un peu de mal à vous entendre car comme vous le voyez, il y a énormément de monde ici qui sont venus, ce sont des contre-manifestants qui sont venus ici dans le nord de Londres pour apporter leur soutien aux réfugiés. On a entendu en fait beaucoup de personnes expliquer bien oui, qu'ils sont plus nombreux de personnes à soutenir les réfugiés plutôt que de gens qui sont d'extrême droite. C'est en tout cas le message que veut apporter les habitants de Finchley ici et tous les gens qui sont venus ici pour se rassembler. Alors la police est présente ici, il y a aussi une cinquantaine de policiers anti-émeutes car ici je me trouve juste à côté d'un centre pour immigrés. Le quartier d'ailleurs, la rue où se trouve ce centre pour les immigrés a été fermé car c'était la cible d'un groupe d'extrême droite et c'est pour ça aussi que les manifestants se sont rassemblés ici pour apporter leur soutien. Alors pour le moment, pas de débordement, des gens
qui sont venus ici simplement pour montrer que ce n'est pas tout Londres qui est raciste, ce n'est pas tout le Royaume-Uni, mais il y a des gens qui sont ici pour soutenir les réfugiés. Merci Laura Calmus, donc, qui suit pour nous en direct dans la banlieue de Londres ces rassemblements. Et on est en ligne justement à Londres avec Raphaël Arnaud. Bonsoir Raphaël Arnaud, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes député Nouveau Front Populaire et porte-parole du mouvement antifasciste La Jeune Garde. Vous avez fait le choix de manifester, de vous rendre sur place. Quel est le sens de cette démarche pour vous? C'était une évidence pour moi de me rendre ici en tant qu'antifasciste, tout simplement parce que, vous savez, on est souvent interrogé en tant qu'antifasciste, à quoi on sert, qu'est-ce qu'on fait réellement. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire manifester contre le fait qu'il y ait des milices d'extrême droite, suprémacistes blanches, des fois néo-nazis, qui se mobilisent et qui mènent des attaques racistes comme ici, des plus ignobles. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on est mobilisé ici aujourd'hui, et je pense qu'on est des centaines et des centaines, voire même peut-être des milliers ici. En tant que militant antifasciste, plus que député français, que vous êtes sur place dans la capitale britannique? Oui, évidemment aussi en tant que député français, c'était important de montrer une solidarité. La question antifasciste, ça a toujours été aussi la solidarité internationale, aussi au niveau des peuples européens, évidemment, qui vont à nouveau devoir se mobiliser face aux pires horreurs qui ressurgissent sur notre continent, et aller chercher la solidarité partout, comme on a été en soutien avec les mouvements pour la Palestine, comme on a été en soutien avec les mouvements pour l'Arménie, pour les Kurdes, peu importe, partout il faut porter de la solidarité. Donc là actuellement c'est en Angleterre que l'extrême droite secoue le pays, donc il faut s'y rendre comme on est aujourd'hui. Alors sur les réseaux sociaux, vous avez ces derniers jours dénoncé ces suprémacistes blancs. Certains vous reprochent de ne pas avoir eu de mots, notamment pour les victimes de l'attaque au couteau qui était à l'origine de ces violences. Qu'est-ce que vous leur répondez? C'est évidemment que en soutien de toutes les victimes, peu importe la violence, quelle qu'elle soit. Par contre, nous, ce qu'on a fait systématiquement, c'est notre rôle en tant que politique, c'est dénoncer la récupération systématique qu'il y a de la part de ces racistes. Et c'est ce que j'ai dénoncé sur les réseaux, c'est que finalement ces gens n'en ont rien à faire des victimes de ces violences, ne sont juste là que pour appliquer leur racisme. Preuve en est, c'est que dans un premier temps, sous une simple rumeur, il était dit que c'était peut-être un musulman qui avait eu ces actes terribles. Du coup, ils se sont mis à attaquer des mosquées, à attaquer des musulmans. Et ensuite, il y a une seconde rumeur qui est apparue comme quoi ce serait un Rwandais catholique, non musulman. Et là, ils se sont mis à attaquer tous les Noirs qui croisaient sur leur route. On a vu des images absolument horribles. Donc on voit bien que c'est pas leur souci, c'est pas les victimes de ces violences, c'est bien d'affirmer leur racisme par n'importe quel moyen. Et effectivement, ils jouent sur l'émotion que ça peut susciter, ce genre de drame. Mais c'est à nous de garder la tête froide et surtout d'empêcher que d'autres drames justement n'arrivent. Toute proportion gardée, on a parlé avec vous il y a quelques semaines maintenant lors des législatives en France, avec cette percée notamment de l'extrême droite, aussi en France aux européennes. Est-ce que vous pensez que la situation à laquelle vous participez là aujourd'hui au Royaume-Uni pourrait, d'une manière ou d'une autre, également se produire en France? Ah oui, évidemment. Évidemment que c'est une situation qui dépasse la France. C'est une situation qui bouleverse l'ensemble du monde occidental et je dirais même le monde tout court. On voit qu'il y a des dirigeants comme Recep Tayyip Erdogan en Turquie, des dirigeants comme Vladimir Poutine en Russie. Nous, nos gouvernements qui sont en train de se radicaliser aussi, avec un champ médiatique aussi qui se radicalise. On n'hésite pas à le dire. Et donc, on a une situation explosive. Je tiens à rappeler quand même qu'en France, c'est arrivé. Alors, pas au degré de ce qu'on vit actuellement en Grande-Bretagne, mais c'est arrivé notamment à Saint-Brévin lorsque le maire s'est fait brûler sa maison, lorsque Martine Aramburu, rue du Lien International, a été assassiné. On a eu plein d'exemples comme ça, de volonté de la part de ces milices d'extrême droite d'attaquer de façon ultra-violente. Et nous, ce qu'on a souligné, c'est que le gouvernement a choisi de fermer les yeux, a choisi de faire comme si de rien n'était, voire même d'offrir un boulevard certaines fois à l'extrême droite, en ne dénonçant pas notamment les actes notamment ici ce qui se passe au Royaume-Uni, mais comme en France, le maire de Saint-Brévin a été abandonné lorsqu'il s'est fait brûler sa maison, on le rappelle, avec sa famille à l'intérieur, tout simplement par geste de solidarité parce qu'il accueillait quelques migrants. Et pour rappel, le maire de Saint-Brévin, c'est pas un militant d'extrême gauche, c'est un maire de centre droit. Donc on voit bien la situation dans ce pays et d'où vient le danger.
Merci beaucoup, merci Raphaël Arnaud d'avoir été en direct avec nous. Vous êtes donc à Londres pour participer ce soir aux contre-manifestations, aux manifestations antifascistes, alors que des centaines d'appels à manifester par des mouvements d'extrême droite ont été lancés dans tout le royaume. Le gouvernement britannique craint bien sûr une nuit difficile. Écoutez les précisions d'Ulysse Gosset, notre éditorialiste de politique internationale. Oui, c'est le risque de la confrontation entre les deux camps, ceux qui soutiennent les migrants et ceux qui s'y opposent. Et donc, un dispositif de sécurité assez exceptionnel a été mis en place avec des mesures de fermeté judiciaire. Il faut dire qu'à l'heure qu'il est, l'ampleur des émeutes n'a pas atteint celui des émeutes de 2011. Donc il y a encore une marge. Mais c'est vrai que c'est un vrai défi pour le gouvernement du nouveau Premier ministre travailliste. Il faut absolument empêcher que finalement cette vague de manifestations ne continue et n'augmente encore. Parce que, en fait, pour le nouveau Premier ministre travailliste, l'enjeu, c'est d'abord de gouverner le pays et pas simplement de s'occuper des émeutes. Donc il faut qu'il essaye d'abord de calmer le jeu. Avec le rétablissement de l'ordre, des moyens considérables ont été développés. 6 000 policiers anti-émeutes, plus 2 000 réservistes, spécialisés également dans la lutte contre les manifestations de ce type. Ça fait beaucoup de gens. Mais là, effectivement, ce soir, la crainte, c'est qu'il y ait des attaques ciblées contre, par exemple, des bureaux d'avocats spécialisés dans la défense des migrants, contre des hôtels qui accueillent ces migrants, contre des ONG qui les aident par des groupes d'extrême droite. Le risque aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on dépasse le simple cadre des manifestations d'extrême droite, mais qu'on ait des affrontements avec les groupes plutôt d'extrême gauche et que ça transforme le pays en un champ de bataille, entre guillemets, toute proportion gardée. Encore une fois, à l'heure qu'il est, le gouvernement a le contrôle de la situation. Les émeutes n'atteignent pas le niveau record de 2011. Et donc, on peut imaginer aussi que les condamnations très lourdes qui ont été prononcées, dont une peine de 3 ans de prison ferme contre un manifestant de 59 ans qui avait fracassé la mâchoire d'un policier, eh bien, ça va inciter peut-être ceux qui souhaitaient manifester à être plus prudents et à rester chez eux, ou en tout cas à s'abstenir de violences contre la police. Et on rappelle les faits à l'origine de ces émeutes. Il y a 9 jours, c'était l'attaque au couteau de Southport qui avait coûté la vie à 3 fillettes qui participaient à un cours de danse sur des musiques de Taylor Swift qui avait éveillé une vive émotion. Elle reste très vive, cette émotion au sport. Chaque jour, vous allez voir, de nombreux habitants viennent rendre hommage aux petites victimes de ce drame. Edgar Becquet, Hugo Dorsemen. On peine à distinguer cette place de Southport, désormais garnie de fleurs et de peluches. Ro vient ici bénévolement pour encadrer cet hommage. Je suis juste en train de jeter les ballons dégonflés et les fleurs fanées. On enlève tout ça pour y voir plus clair, mais de toute façon les gens ramènent tout le temps des ballons et des fleurs fraîches. Certains viennent écrire un petit mot. Tu peux le mettre ici, celui-là ? Ou se recueillir en famille comme Robert. Son fils connaît l'une des fillettes blessées dans l'attaque. Je suis dévasté de savoir que mon ami a été poignardé dans notre ville si calme. Une violence que tente de récupérer l'extrême droite d'après Stuart, venu avec sa fille. Notre pays devrait être en deuil. Et je pense que l'extrême droite a sauté sur l'occasion et s'en sert pour parler d'immigration. Ils essaient de faire un lien avec la religion et l'islam. Un peu plus loin, sur les lieux du drame, devant l'école de danse, la scène est quasiment la même. Des centaines de doudous et de fleurs jonchent le trottoir. Alan, un habitant de Manchester, a fait hier près de 80 km pour rendre hommage aux 3 fillettes. Je suis en larmes parce que j'ai une fille. Je peux comprendre ce que les familles peuvent ressentir. Perdre un enfant à cet âge-là, désolé, je ne peux pas. Une collecte de fonds en hommage aux victimes organisée par des fans de la chanteuse Taylor Swift a récolté déjà près de 430 000 €. 21h11 sur BFM TV. L'actualité ce soir, c'est aussi le Hamas qui s'est donc doté d'un nouveau chef, Yahya Sinwar, actuel responsable du mouvement dans la bande de Gaza. Il succède à Ismaël Haniyeh, tué en Iran dans une opération attribuée à Israël. Sinwar est désormais plus que jamais l'homme à battre pour l'État hébreu. Stéphanie Zenati. Au milieu de la nuit, c'est un cortège fourni, des dizaines de motos et de voitures qui klaxonnent et défilent dans les rues de Saïda, cette ville du sud du Liban. Drapeau à la main,
Ces hommes viennent célébrer le nouveau chef du Hamas, le successeur d'Ismaël Haniyeh, Yahya Sinwar, 61 ans. La nomination de Sinwar marque une nouvelle étape. Et si Dieu le veut, il y en aura d'autres. Nous ferons d'autres sacrifices pour la libération de la Palestine. Déjà chef du groupe terroriste dans la bande de Gaza depuis 7 ans et demi, ce changement d'échelle n'est pas une surprise pour Yahya Sinwar. Aujourd'hui, notre peuple entame une nouvelle phase de son histoire de lutte nationale et de combat sur le chemin de la liberté. Ancien commandant d'élite au sein de la branche armée du Hamas, les Brigades Al-Qassam, il a passé 20 ans dans les prisons israéliennes avant d'être libéré en 2011 dans le cadre d'un échange de prisonniers. Sa nomination en tant que chef du Hamas a été saluée aujourd'hui par les officiels du groupe terroriste. Aujourd'hui, ce choix donnera de la force et de l'élan à la poursuite de la confrontation avec l'occupation israélienne après l'échec de ses objectifs et de ses complots dans la bande de Gaza au cours des 10 derniers mois. L'homme de 61 ans est particulièrement recherché par Israël, qui cherche à tout prix à mettre la main sur lui. Yahya Sinwar est un architerroriste responsable de l'un des actes terroristes les plus horribles de l'histoire, le 7 octobre. Il n'y a qu'une place pour lui, c'est aux côtés de tous les terroristes morts, responsables de cette attaque. C'est la seule place que nous prévoyons pour lui. Considéré depuis 10 mois comme un mort en sursis selon les termes des autorités israéliennes, Yahya Sinwar n'est pas apparu en public depuis le 7 octobre. Selon les services de renseignement américains, il serait extrêmement mobile et se déplacerait sans cesse pour échapper aux hommes de Tsahal. En mai dernier, c'est dans le vaste réseau de tunnels de la bande de Gaza sous la ville de Khan Younes qu'il se serait caché. Depuis, plus aucune trace de sa présence. Et nous ont rejoint en plateau ce soir Maniaj Shirali. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes sociologue, politologue et spécialiste de l'Iran. Et puis Didier Idjadi, sociologue universitaire et exilé franco-iranien. Première question sans doute sur le choix de ce nouveau chef du Hamas. Qu'est-ce que ça dit et au fond, qu'est-ce que ça change dans le conflit actuel entre Israéliens et Palestiniens? Qu'est-ce que ça change? Rien. Quel est le sens de ce choix? C'est la continuité, effectivement, de la ligne terroriste de cette organisation islamiste. Moi, personnellement, je ne crois pas à certains débats qui existent, y compris dans les médias, comme quoi Haniyeh était un peu modéré, un peu pragmatique, et lui, il était chef de guerre. Non. Pour moi, bien sûr, il y a toujours des nuances entre les individus, évidemment. Et le fait qu'il soit particulièrement radical, est-ce que c'est pas un message aussi envoyé à la communauté internationale et à commencer par Israël? Bien sûr, il était radical. Il était également dans l'action pour tuer. Il était également pour cela également en prison. Ça, on le sait. Il était également à la fois, il avait un côté renseignement, disons, de sécurité, mais également le côté militaire. Ça, on le sait. Mais néanmoins, effectivement, cette distinction entre les deux, car Haniyeh également, il a prouvé tout. Est-ce qu'il a condamné effectivement l'invasion terroriste effectivement de 7 octobre? Non. Est-ce que donc effectivement il peut y avoir des petites nuances dans la personnalité, mais ça ne change rien. Et donc cette désignation, pour moi, signifie qu'effectivement c'est la continuité donc de la ligne qui est la ligne officielle, c'est contre l'existence de l'État d'Israël. Et il avait dit à plusieurs reprises qu'effectivement il avait dit que ce territoire appartient que musulmans. Et donc, effectivement, les Israéliens n'ont aucun droit à exister sur ce territoire-là. Et d'autre part, ils ont dit qu'effectivement, la réconciliation n'a pas de sens, jamais. Et cela a été dit à la fois par Haniyeh, mais également par le nouveau. Et que par conséquent, pour moi, c'est une continuité par rapport à ce qui se passe jusqu'à maintenant. Maniaj Shirali, une continuité donc par cette désignation du successeur à Ismaël Haniyeh. Est-ce que pour vous, c'est aussi une preuve, peut-être une démonstration en tout cas de la détermination de l'Iran et de ses alliés que cette riposte, elle va venir? Absolument, absolument. Vous avez parfaitement raison. Hier, j'ai été dans la salle des Iraniens du régime qui disaient que c'était le choix de la République islamique. Les Palestiniens, eux, ils voulaient Khaled Mash'al, mais Khaled Mash'al, c'est quelqu'un, aux yeux des dirigeants iraniens, c'est quelqu'un de modéré. Avec Khaled Mash'al, ça risquait
que les Palestiniens arrivent à la paix ou une sorte de compromis avec les Israéliens, alors qu'avec Yahya Sinwar, c'est impossible, c'est un radical, et donc Téhéran, il est content, les dirigeants iraniens sont contents parce que avec Yahya Sinwar, c'est un terroriste affirmé. Avec un terroriste affirmé, il n'y aura pas de cessez-le-feu, il n'y aura pas de trêve, il n'y a pas de paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Et Yahya Sinwar, chef absolu désormais du Hamas, comment Israël voit-il cette nomination? Les précisions de nos envoyés spéciaux en Israël, Théo Touché et Elise Phillips. L'une des dernières réactions ici en Israël émane du chef des armées qui tout à l'heure a promis de retrouver Yahya Sinwar et de l'éliminer. Il a même ironisé en expliquant que cette nomination à la tête du Hamas stimulait Israël plus qu'elle ne lui faisait peur et que, encore une fois, Yahya Sinwar finirait par être retrouvé. Il y a aussi quelques réactions du côté du gouvernement avec le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense qui ont tous les deux expliqué que Yahya Sinwar finirait par payer pour son implication dans les crimes du 7 octobre. Des mots très clair et dur qui reflète bien à quel point ici en Israël Yahya Sinwar est considéré comme un ennemi. Et puis tout à l'heure, en plus de ces réactions du côté du gouvernement et de l'armée, nous sommes allés voir des habitants de Jérusalem pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette nomination parce que c'est une nouvelle assez importante. Certains nous ont dit qu'ils avaient peur que cela compromette un accord de libération des otages parce que Yahya Sinwar est considéré comme étant encore plus dur qu'Ismaël Haniyeh, tandis que d'autres personnes nous ont dit que selon elles, ça ne changerait pas grand-chose et que Tsahal finirait par le retrouver dans les tunnels de Gaza, là où Israël pense qu'il se cache. Écoutez ces habitants qui nous ont dit quelques mots tout à l'heure avec Théo Touché. Je n'ai aucune confiance en lui. Je ne pense pas qu'il ait la moindre volonté de faire libérer les otages. Je pense qu'il s'en fiche. Quoi qu'on lui propose, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit. Pour contrôler une nation, je pense que passer de différents chefs dans différents domaines, un pour la politique, un pour l'armée, un pour les civils, à un seul homme qui s'accapare tous les rôles, je pense que c'est le début du ressentiment de la population. Yahya Sinwar a passé 23 ans dans les prisons israéliennes. Il est recherché depuis de nombreuses années et particulièrement depuis le 7 octobre. Et mardi soir, 1 heure seulement après sa nomination, de nouvelles roquettes ont été lancées depuis la bande de Gaza, signe que le Hamas continue de vouloir faire pression sur Israël avec cette nouvelle nomination et une semaine donc après la mort d'Ismaël Haniyeh. BFM News, 21h19, l'actualité en France, des chiffres et des lettres. Fort Boyard, Pyramide, Patrice Laffont, visage emblématique de la télé pendant plus de 40 ans, est décédé à l'âge de 84 ans. Il s'est éteint chez lui, dans le Vaucluse. Son amie et ancienne co-animatrice Sophie Davant a rendu un vibrant hommage à l'animateur star Valentin Demey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pendant près de 50 ans, il a rythmé nos soirées ou nos après-midi. Patrice Laffont devient célèbre en présentant sur France Télévisions des chiffres et des lettres à partir de 1972. Consonne. Voyelle. Pendant 17 saisons, jusqu'en 1989, il devient l'ami de ces milliers de Français qui aiment jouer avec les mots et les calculs mentaux. Des chiffres et des lettres, il en deviendra même le producteur. Ce jeu télévisé reste à l'antenne jusqu'en mai 2024, 52 ans après son lancement, un succès dont il était très fier. J'étais fier du public et des joueurs, car c'était pour moi un deuxième bac. C'est-à-dire on ne venait pas aux chiffres ou à la lettre comme un joueur qui se préparait le matin pendant sa douche. Il fallait apprendre, il fallait venir, si on ne voulait pas être ridicule, il fallait vraiment se préparer comme un sportif de haut niveau, comme un mec qui allait passer un examen. Patrice Laffont, c'est aussi l'incarnation de Fort Boyard dans les années 90. Pas évident les épreuves de Fort Boyard, même pour des champions d'exception comme ceux que nous accueillons ce soir. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fous? Mais pas sportif, bienvenue. Dans Les Travées du Fort, il était accompagné de Sophie Davant. L'animatrice garde le souvenir d'un homme très joueur. Ce que je retiens de lui, c'est son espièglerie et son élégance. Et le sens de l'amitié aussi. Il avait des copains très anciens. Le dimanche matin, il jouait aux boules sur l'esplanade des Invalides. En parallèle de Fort Boyard, Patrice Laffont était à la tête du jeu Pyramide. Il a également commenté plusieurs éditions de l'Eurovision. L'animateur aimait aussi se produire sur les planches ou sur le grand écran. Fils de l'éditeur Robert Laffont, il avait peur à ses débuts d'être un fils d'eux. Il a finalement réussi à conquérir seul le cœur des Français.
21h22 dans l'actualité, les Jeux Olympiques et une nouvelle journée. Peu prolifique en médailles, mais tout de même le compteur qui continue de monter doucement, mais sûrement. 49 médailles au total pour nos athlètes français, dont vous voyez 13 en or, 16 en argent et 20 en bronze. La dernière en bronze, c'est en taekwondo qu'on l'a gagné aujourd'hui. On est loin, vous le voyez aussi, très loin, quasiment à moitié de parcours des États-Unis qui trustent ce classement par pays. La France se classe, elle, 4e. Parmi tous les pays en lice. Et c'est l'heure des premiers bilans au village olympique. Mélina Robert-Michon était la porte-drapeau de la délégation olympique tricolore. Vous le savez, elle reste déçue par son Olympiade. C'était sa 7e participation à des Jeux olympiques. Elle revient pour nous sur ces 15 jours, ces 10 jours qui viennent de s'écouler. Elle est au micro de Sonia Carneiro. Oui, Mélina Robert-Michon, venue ici au contact des supporters au Club France. Bon, Mélina, quelques jours passés après votre déception, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Pas encore digéré, je pense que ça va prendre quelques jours, c'est normal. Hein, c'est quand même une grosse déception par rapport à cette finale, mais je reprends des forces justement en partageant un peu avec le public, en allant encourager aussi les autres athlètes français. On a encore des belles journées devant nous, donc ça aide à tourner un petit peu la page. Vous étiez, il faut le rappeler, porte-drapeau de la délégation française dans ces Jeux Olympiques à Paris. Comment les avez-vous vécus ? Qu'allez-vous retenir ? C'est dingue. J'ai envie de dire que le public, notamment, je pense que si vous interrogez tout le monde, c'est ce qui ressort le plus. Tous les athlètes vous disent, on avait en référence beaucoup Londres en termes d'ambiance, en termes d'organisation. Et là, je pense que Paris est en train de passer bien devant et ça fait du bien d'avoir pu vivre ça. Et le Stade de France plein du matin au soir pour l'athlète, c'était juste géant. Les autres athlètes vous en ont parlé de cet engouement. Est-ce qu'ils s'y attendaient ? Non, vraiment, je vous dis, ils avaient cette référence pour ceux qui avaient fait plusieurs Jeux et beaucoup parlé de Londres. Mais là, ils m'ont dit, on est bien au-dessus de tout ça. Donc voilà, ça fait du bien parce que je me disais peut-être que c'est moi, je suis pas très objective vu que c'est en France et que c'est le public français. Mais même eux, en tant qu'étrangers, l'ont ressenti. Donc pour nous, c'est agréable de se dire que voilà, ils se sont sentis aussi portés et que voilà, on a un beau public. Le public français est un très très beau public. Donc ces Jeux pour vous sont quand même une réussite dans l'organisation et dans l'engouement ? Oui, je pense qu'on le voit, que ce soit le Club France, quand on voit tous les enfants, les grands qui viennent se promener, qui peuvent faire plein d'activités, qui découvrent des nouvelles activités, qui viennent célébrer les champions. Donc ça, c'est des souvenirs qu'ils vont avoir pour toute leur vie. Et ça, c'est ça aussi important de se dire, nous, ça nous a marqué en tant qu'athlètes, mais ça va aussi marquer le grand public. C'est ça le plus important. Bon, Mélina, c'était vos 7e Jeux Olympiques. Je ne sais pas si on se rend compte. 7e Jeux Olympiques. Est-ce que c'est trop tôt pour vous demander quelle va être la suite pour vous ? Oui, il faut déjà que je digère un petit peu cela. Une saison encore, déjà, c'est sûr, l'année prochaine. Et après, je pense que je prendrai le temps de réfléchir et de voir. Pour l'instant, ça me paraît très loin. Mais en même temps, des fois, ça passe vite. Donc, Los Angeles 2028 vous paraît loin ? Oui, ça me paraît loin, forcément. Mais on en reparlera déjà quand j'aurai digéré là. Et puis la saison prochaine, voilà, le fait de ne pas avoir réussi ce que je voulais faire cette année, c'est aussi une motivation pour la suite. Merci beaucoup Mélina, on vous laisse aller profiter avec les supporters, ils vous attendent ici pour les photos. Merci. Et défaite ou victoire, ce que l'on retient surtout de ces JO de Paris 2024, Jérémy, c'est évidemment cette bonne humeur générale qui règne partout. Des supporters français évidemment, mais aussi des touristes étrangers et même des membres des forces de l'ordre mobilisés en nombre pour l'événement. Gendarmes, policiers, les autres stars de ces JO, c'est un reportage de Paula Bauer, Anne-Sophie Varmont, Tanguy Tricoire, Lina Boudjeroudi et Pierre-Olivier Dantan. Cette vidéo postée par la gendarmerie nationale a été vue plus d'1 million de fois sur les réseaux sociaux. Des scènes de communion entre touristes et forces de l'ordre, comme ici sur cette photo, où ces policiers portent 2 enfants pour qu'ils puissent voir une épreuve. Dans les rues de Paris, les touristes sont nombreux à noter la sympathie et la disponibilité des policiers et gendarmes. Je trouve ça fantastique. On se sent vraiment en sécurité et si l'on a la moindre question, on peut aller les voir. Je pense que c'est les premières personnes à qui on irait demander si on avait besoin si on était perdu, si on avait besoin d'informations. Ils ne sont pas là uniquement pour garder l'ordre, mais ils sont là aussi pour rendre service aux touristes, aux gens, aux spectateurs des JO. Pour la porte-parole de la police nationale, ces scènes de communion sont la preuve que les consignes données aux agents ont bien été reçues.
Oui, évidemment, les Jeux participent à ce renforcement du lien entre la police et la population. Le sentiment est le même pour la gendarmerie nationale. Parfois, on a des plus troublés dans notre territoire. On se rend compte qu'on a quand même tous des valeurs communes. On a envie d'être fiers de notre pays. On a envie de montrer des belles images. Jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, 45 000 effectifs de gendarmerie et de police patrouilleront dans les rues de Paris pour assurer la sécurité de l'événement. Voilà, un été olympique à Paris et dans plusieurs villes de France. Direction tout de suite la Corse où l'été bat son plein, mais un été en demi-teinte. Le tourisme sur l'île marque le pas, en cause notamment l'inflation et les transports qui sont toujours plus chers. Résultat, moins 10% de passagers en juillet dans les aéroports de l'île de Beauté et cela se répercute directement sur les professionnels du secteur. On voit ça avec Élise Breteau et Blandine Dalena. Pour ce loueur de planches de surf, le mois de juillet a été très mauvais. 5 à 6 clients par jour, alors qu'il en espérait une trentaine. C'était vraiment catastrophique jusqu'au 14 juillet. Vraiment pas de fréquentation, une météo un peu exécrable qui s'est mise par-dessus. Ça a été très compliqué jusqu'au 14 juillet et depuis ce 14 juillet, c'est très moyen. Déjà, parce que les touristes sont moins nombreux que d'habitude. Par rapport à l'année dernière, moins 10% de passagers en juillet dans les aéroports corses, selon la Chambre de commerce et d'industrie locale. Et puis aussi, parce que la Corse, c'est une destination qui coûte cher. Ceux qui se rendent jusqu'ici doivent donc faire des choix. Et ce sont souvent les activités qui passent à la trappe. On est 5 avec 3 enfants, on a payé 1 300 € de billets d'avion. En sachant que je les ai réservés avec presque un an d'avance. Ah bah ça, c'est sûr, ça empiète directement sur le budget et en fait on comprend pourquoi il n'y a plus grand monde sur l'île. Et puis sur place, les locations c'est cher, les restaurants sont chers, enfin tout est cher. Autre que les restos, déjà on fait pas parce que ce serait vraiment hors budget je pense. Et c'est pourquoi cette restauratrice est en colère contre les transporteurs. En juillet, elle a perdu 20% de chiffre d'affaires. On peut aller en Sardaigne pour 120 € en partant de Marseille. On vient à Ajaccio en Corse sur notre belle île de Beauté pour 500 €. Je pense qu'il y a un problème pour moi. Un enjeu majeur pour l'île de Beauté, puisque selon l'INSEE, le tourisme représente 39% de son PIB. Votre programme avec Groupe Verlaine, installateur de panneaux solaires pour professionnels et propriétaires exploitant leur commerce. Groupeverlaine.pro. Votre programme avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France. 21h30 sur BFM TV, bienvenue dans BFM News. À la une de ce nouveau journal, le Royaume-Uni dans la crainte de son pire jour d'émeute. Regardez ces images en direct dans le nord de Londres. Des émeutes sont attendues. L'extrême droite a lancé une centaine d'appels à manifester dans tout le pays. Et puis des militants antifascistes aussi se disent prêts à leur faire face. Le gouvernement et 6000 policiers anti-émeutes sont sur le pont. Nous irons en direction de Liverpool et de Londres pour voir comment ça se passe. À peine désignée, déjà en campagne, Kamala Harris a embarqué Tim Walz pour le premier meeting d'une semaine très chargée. Alfie, le colistier de la candidate démocrate, n'a pas attendu pour lancer de vives attaques contre Donald Trump. Décryptage dans un instant avec nos spécialistes. Et puis, deuxième journée de fouilles en Haute-Saône à la recherche de Lina. 90 policiers et gendarmes, de nouveau mobilisés et appuyés cette fois-ci par une unité spéciale de militaires. La semaine dernière, les 5 jours de fouilles menés dans les Vosges n'avaient pas permis de retrouver l'adolescente. Mais tout d'abord, c'est une soirée à haut risque qui est attendue au Royaume-Uni, qui fait face donc à ces émeutes racistes depuis plusieurs jours déjà. Et aujourd'hui, ce sont des centaines d'appels à manifester qui ont été lancés. C'est le cas notamment, vous le voyez sur ces images en direct, dans le nord de Londres, à North Finchley, banlieue nord de Londres. Vous voyez ces images donc de manifestants xénophobes qui se sont donné rendez-vous, mais également des contre-manifestants, des manifestants, eux, antifascistes qui leur font face. Manifestation également à Liverpool où on vous retrouve Edgar Becquet. Edgar, avec d'énormes moyens policiers mobilisés justement pour tenter de garder le calme. Oui, exactement. Il y a un important périmètre de sécurité, un important dispositif de police ici du côté de Liverpool. Regardez de ce côté-ci sur ces images de Hugo Dorsemen, il y a de nombreux policiers spécialisés qui sont chargés ce soir de gérer de potentiels troubles, de potentielles émeutes. Derrière eux, il y a justement un camion anti-émeute qui a été positionné ici au bout de cette rue pour bloquer également cette rue. On voit également à certains moments un
Un hélicoptère qui surveille le périmètre, qui surveille ce quartier. On a aussi vu tout à l'heure des policiers à cheval, donc un important périmètre de sécurité. Beaucoup de moyens ont été déployés pour surveiller cette manifestation. Pour l'instant, il n'y a pas encore de rassemblement. À droite, ici, vous le voyez sur ces images, ce sont des manifestants antiracistes, antifascistes, des contre-manifestants qui se sont rassemblés ici. Pourquoi ils se sont rassemblés? Eh bien, parce qu'à 20h, il devait y avoir un rassemblement d'extrême droite avec des militants anti-immigration. Pour l'heure, il est 20h30 ici au Royaume-Uni. Il n'y a pas encore de manifestants d'extrême droite. Ces manifestants anti-immigration voulaient justement se rassembler ici puisqu'il y a un bâtiment dans cette rue et ce bâtiment c'est un centre pour demandeurs d'asile et certains militants voulaient justement s'en prendre à ce centre pour migrants. Pour l'instant, pas de manifestation d'extrême droite, mais évidemment les autorités surveillent, restent prêtes au cas où ces manifestants viendraient ici pour se confronter avec les manifestants antiracistes. Pour l'instant, la manifestation se passe bien, mais vous le voyez une nouvelle fois sur ces images de Hugo Dorsemène, le périmètre est très important ici. Voilà, donc une soirée sous tension, on le voit à Liverpool. On va retourner du côté de Londres aussi, où nous attend notre correspondante Laura Calmus. Laura, comment ça se passe sur place? Est-ce que là aussi, on sent qu'il y a des risques de débordement? Eh bien, pour le moment, pas de risque de débordement. À vrai dire, il y a une personne qui a été repérée par la police, une personne dite d'extrême droite. C'est en tout cas comme ça que la police nous l'a présentée. Elle était seule. Elle a dit à la foule que c'était sa rue, que cette rue lui appartenait. Et très vite, eh bien, la police a ramené cette personne et lui a dit de se décaler. Donc voilà, une personne qu'on peut dire peut-être d'extrême droite qui est arrivée ici à North Finchley. Mais ici, ce que vous entendez, ce que vous voyez autour de moi, eh bien, ce sont des contre-manifestants. Des contre-manifestants juste venus pour montrer leur désaccord face à ces groupes d'extrême droite qui ont provoqué ces émeutes ces derniers jours, avec des pancartes. Les réfugiés sont les bienvenus. Alors ici, juste derrière moi, la rue a été bloquée car il y a un centre pour immigrés ici et c'était justement la cible supposée et c'est pour ça que la police est venue ici avec un important dispositif de sécurité avec des policiers, m'ont-ils dit, qui ont été spécialement formés pour les émeutes. Une cinquantaine de policiers est présent actuellement et de nombreuses personnes qui sont venues ici pour montrer leur désaccord. Au total, comme vous l'avez dit, eh bien 6000 policiers ont été mobilisés ce soir un peu partout dans le pays où il y a de nombreuses contre-manifestations qui ont lieu actuellement. Et Laura Calmus en direct du nord de Londres, un important dispositif donc policier pour maintenir l'ordre dans ce contexte avec donc ces menaces d'émeutes racistes, mais aussi en face, vous voyez, ces oppositions, ces militants antifascistes présents. Alors avec quel risque et quelle crainte pour le gouvernement? Les précisions d'Ulysse Gosset, notre éditorialiste en politique internationale. Oui, la crainte, ce n'est plus seulement les manifestations d'extrême droite, c'est la confrontation entre l'extrême droite et ceux qui soutiennent les migrants et qui leur disent que la société britannique n'est pas raciste. Est-ce que le gouvernement fait face avec doigté à cette situation? Pour l'instant, c'est la fermeté qui l'emporte, avec non seulement effectivement le déploiement des forces de l'ordre, mais aussi l'incitation à ce que la justice fasse preuve de fermeté, les juges qui peuvent même juger pendant la nuit. C'est dire si tous les moyens judiciaires sont mis en œuvre, la machine judiciaire tourne à plein avec des emprisonnements, des places de prison qui ont été libérées et de lourdes condamnations, dont 1 à 3 ans de prison pour un manifestant qui avait frappé très violemment un policier. C'est la première grande épreuve pour Rishi Sunak, le nouveau gouvernement travailliste. C'est une épreuve pour Keir Starmer. Pour Keir Starmer, le nouveau gouvernement, pardon, vous avez raison, Rishi Sunak a été battu aux élections, c'était un conservateur, et d'ailleurs d'origine indienne. Son père était né au Kenya, lui est né à Southampton. Je dis cela parce que la Grande-Bretagne est sans doute le pays en Europe, même s'ils ne font plus partie de l'Union européenne, qui a réussi jusqu'à présent à le mieux intégrer ces différentes communautés de toutes sortes. Il y a
un Premier ministre qui était d'origine indienne, il y a le maire de Londres qui est d'origine pakistanaise, il y a le Premier ministre d'Écosse qui lui-même est d'origine musulmane et est musulman. Même il y a eu un ministre de l'Intérieur qui était musulman. Donc vous voyez, il y a un brassage des communautés et là, le modèle anglais est mis à l'épreuve par ces manifestations. Alors est-ce que le gouvernement va pouvoir juguler cette première tempête dans les jours qui viennent? Ce n'est pas certain. On voit qu'il y a maintenant une contre-motion qui s'organise. Il faut attendre les heures de la nuit pour voir comment la situation va évoluer. Il y a déjà eu 2 réunions de crise, Cobra à 10 Downing Street. Lundi et mardi. Lundi et mardi, on est mercredi. On verra comment se passe la nuit et si effectivement il est nécessaire de prolonger cet état de mobilisation des forces de l'ordre pour faire face aux manifestants. Transformer l'essai, maintenir la dynamique de ces 2 dernières semaines, c'est désormais l'objectif du camp démocrate aux États-Unis. Kamala Harris, la candidate, et son colistier qui ont tenu leur premier meeting ensemble à Philadelphie. Sonia Dridi, vous êtes notre correspondante à Washington. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le nouveau colistier a fait fort. Il s'en est violemment pris à Donald Trump. Oui, hier, devant un public enflammé à Philadelphie, en Pennsylvanie, Tim Walz a notamment déclaré « Ne vous y trompez pas, sous le mandat de Donald Trump, les crimes violents ont augmenté, sans compter les crimes qu'il a lui-même commis. Il a ensuite changé de ton pour dire « Si Trump a l'occasion de revenir, il va reprendre là où il a arrêté il y a 4 ans et cette fois, ce sera beaucoup plus grave. » Il a aussi de nouveau qualifié les républicains de gens bizarres. Il avait prononcé cette phrase lors d'une interview télévisée il y a quelques semaines et ça avait vraiment fait le buzz chez les démocrates qui passent leur temps maintenant à dire que les républicains sont des gens bizarres. Il a dit ce sont des gens bizarres qui veulent limiter l'accès à l'avortement et contrôler les femmes. Et il a ensuite dit là d'où je viens, on leur dirait occupez-vous de vos oignons. Donc le franc-parler, l'humour de Tim Walz a vraiment conquis la foule hier. Il va continuer aux côtés de Kamala Harris la tournée dans les États clés cette semaine. Aujourd'hui, c'est dans le Wisconsin et dans le Michigan. Donc, Kamala Harris et son colistier vont notamment tenter de séduire le vote de la classe moyenne, notamment celle qui vit le Midwest des États-Unis. Et donc, pour cela, les racines rurales de Tim Walz sont un atout. Merci Sonia Dridi, notre correspondante BFM TV à Washington. Et on est en ligne tout de suite avec Malcolm Biga. Bonsoir, vous êtes chroniqueur politique au Nouvel Économiste. Merci d'être avec nous. Quel regard vous portez sur cette entrée en matière, si je puis dire, cette entrée en campagne? On voit finalement un ticket démocrate qui veut peut-être reprendre un peu l'esprit Obama avec quelque chose d'assez positif, un peu en mode « yes we can ». En effet, c'est un esprit positif qui est lancé dès le début de cette campagne. Elle est d'ailleurs à l'opposé de celle lancée par J.D. Vance et Trump à Philadelphie le même jour hier dans la même ville. Et comme l'a dit Sonia Dridi, la prochaine étape sera le Wisconsin et le Michigan dans la ville de Eau Claire et de Détroit. Donc c'est quand même 25 grands électeurs dans cette zone qui est le Midwest où J.D. Vance comme Tim Walz sont originaires. C'est la bonne stratégie, selon vous? C'est le bon angle d'attaque contre les Républicains et Donald Trump? Je pense que c'est une bonne stratégie, d'une part, d'être offensif. Au niveau du langage, Tim Walz arrive à donner les bons punchs contre Donald Trump et son colistier. Et au niveau de la stratégie, je pourrais dire territoriale, c'est également une bonne stratégie d'aller sur le territoire où les électeurs doivent être encore convaincus. Le point sur les recherches de l'INA à 21h40 sur BFM TV. Elles ont repris aujourd'hui en Haute-Saône, toujours sur les traces de cette adolescente de 15 ans portée disparue depuis le 23 septembre dernier dans le Bas-Rhin. Marie Gentric, vous êtes notre envoyée spéciale à Sceaux. Les recherches sont maintenant terminées. Est-ce qu'elles reprendront demain ? Oui, on sait que les recherches vont reprendre demain. Alors, on ne sait pas exactement à quelle heure, mais pour vous donner un ordre d'idée, ce matin, elles ont commencé aux alentours de 7h du matin. Les recherches qui se sont terminées donc aujourd'hui, en fin de journée, vers 18h20, on a vu plusieurs dizaines de véhicules de gendarmes quitter cette forêt, la forêt de Sceaux. Je vous propose de voir sur les images de Margot Sève, eh bien, cette forêt qui est extrêmement dense, beaucoup de végétation, et puis aussi des chemins qui sont extrêmement plats. Et ça ne facilite pas les
les recherches. Alors il y a déjà eu des recherches hier, 90 gendarmes étaient mobilisés et aujourd'hui les moyens ont été renforcés puisqu'une quinzaine de militaires du génie de terre ont été déployés pour porter main forte aux gendarmes. Le génie de terre, c'est une unité spécialisée dans les fouilles. Alors il y avait déjà eu des fouilles la semaine dernière, mais à un autre endroit, dans la forêt d'Arnould, c'est à 100 km d'ici à peu près, 92 km exactement. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des recherches sur des endroits qui sont si éloignés les uns des autres. Eh bien c'est parce que les autorités suivent la géolocalisation du véhicule dans lequel a été retrouvé l'ADN de Lina. Ça fait une dizaine de jours maintenant. Alors ce véhicule qui a été volé et au volant duquel avait été arrêté un homme en début d'année. Un homme qui s'est suicidé le 10 juillet et qui est désormais le principal suspect dans l'affaire Lina. Merci beaucoup Marie Gentric. En direct donc de Sceaux en Haute-Saône avec Margot Sèvres pour BFM TV. Guillaume Fard est avec nous, consultant police-justice pour BFM TV. On le voit, c'est un travail de fourmi qui se poursuit encore pour la deuxième journée de cette nouvelle série de recherches en Haute-Saône. Avec les mêmes équipes, mais en plus, on l'entendait, c'est militaires spécialisés. Oui, les militaires du génie, de l'armée de terre. Les militaires du génie ont du matériel spécialisé qui permet notamment de fouiller les sols. Et donc, ils avaient été mobilisés déjà lors des recherches de l'INA dans les Vosges. On les avait aussi mobilisés en d'autres circonstances. Je pense à l'affaire Cédric Jubilard, où ils avaient aussi prêté leur concours déjà aux gendarmes pour aller investiguer les sols dans une grange qui avait été beaucoup commentée dans le cas de cette affaire. Donc c'est pas rare que des militaires de génie de l'armée de terre aillent prêter main forte aux gendarmes. Après, c'est vrai que dans cette affaire, depuis le 23 septembre dernier, on ne sait pas où est Lina. On sait qu'elle est montée à bord d'un véhicule, ça s'est établi par l'ADN. Le parquet de Colmar ne nous a pas dit, en nous confirmant l'information du fait que ce véhicule avait été retrouvé et que l'ADN de Lina était à l'intérieur. Si cet ADN était par exemple dans le coffre ou dans l'habitacle, ça dirait aussi quelque chose de la façon dont elle a été transportée. Mais toujours est-il que c'est le seul élément matériel qui relie Lina à quelque chose après, qui se serait passé après le fameux 23 septembre dernier où elle a cessé de donner signe de vie. Et donc, comme il y a un dispositif de géolocalisation, on suit la géolocalisation du véhicule. Et là, le véhicule a conduit les gendarmes en Haute-Saône. Donc, c'est un point d'intérêt qui va faire l'objet de fouilles méticuleuses, d'où le fait qu'il y ait quand même plusieurs dizaines de gendarmes engagés avec un renfort de l'armée de terre. Et probablement que d'autres fouilles seront à venir et peut-être autre part. Les Jeux Olympiques avec du bronze en taekwondo ce soir pour les Français. Résultat au tableau des médailles. Le compteur affiche 49, 13 en or, 16 en argent et 20 en bronze. Et pendant ce temps, Teddy Riner, le héros, était de retour en Guadeloupe, là où il est né. Visite express avant de revenir à Paris pour la cérémonie de clôture dimanche prochain. On voit ça avec Guillaume Barqui. Il est arrivé dans un aéroport plein à craquer. Teddy Riner avait demandé aux Guadeloupéens de venir, je cite, mettre le bordel. Mission réussie. Une fois dans une vie, arriver en Guadeloupe et Teddy Riner qui arrive aussi. La visite est un passage express de 24 heures. Mais le judoka a tenu à célébrer ses 2 médailles d'or, ici, là où il a grandi. Un peu plus tôt, c'est en créole qu'il a conclu sa première interview sur place. Il était raide, mais nous fait. Sur son passage, la fête et la fierté dans les yeux. C'est excitant, super contente. Il y a un monde de fou, c'est incroyable. Moi, je suis... C'est incroyable. Teddy Riner doit retourner à Paris pour assister à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. La joie de ces JO, mais aussi la misère cachée pour maintenir cette belle image de carte postale. Depuis plusieurs mois déjà, des associations dénoncent un nettoyage social. Certains étudiants ont été poussés à quitter leur logement. Le point sur la situation à l'heure actuelle avec Camille Fournier et Bérangère Cana. Des blocs de béton. C'est un nouveau décor qui a pris place spécialement pour les Jeux Olympiques de Paris. Avant, c'était un lieu de vie. Ici, c'était un campement. À l'endroit où on se tient, nous, il y avait des tentes. Il y avait des tentes partout de ce côté. Une semaine avant le début des Jeux, plusieurs dizaines de campements comme celui-ci ont été démantelés.
avec comme solution un relogement provisoire à durée déterminée. C'est un contrat d'hébergement de 30 jours. Et donc on sait qu'il y a des services sociaux, notamment de la mairie de Paris, qui essayent de négocier pour que ça dure plus longtemps, potentiellement au moins 2 mois pour que ça dure le temps des Paralympiques. Mais en fait, on est juste en train de déplacer le problème, on ne le règle pas sur le long terme. On prend des gens à la rue parce qu'ils dérangent, on fait place nette pour les Jeux Olympiques. Et puis en fait, à la rentrée, quand plus personne n'en aura rien à faire de ces personnes-là, on les remettra dehors et a priori, ils trouveront un autre pont sous lequel leur santé continuera à se dégrader chaque jour. Et à quelques kilomètres, Inès, étudiante en 2e année de master, a eu 1 semaine pour quitter son logement réquisitionné par les Jeux. J'avais mes examens qui tombaient en plein dans la semaine, donc le mardi et le jeudi. C'était des nuits où je dormais pas parce que comme je faisais des cartons la journée, j'ai révisé la nuit. Et 2 semaines après, c'est la stupeur quand Inès apprend que son logement ne servira finalement pas. On m'envoie un mail comme quoi la résidence serait plus utilisée pour les JO parce qu'il y a une autre résidence dans le 13e arrondissement qui était en travaux et dont le chantier a pu être livré plus tôt que prévu. C'était un cauchemar. C'est sûr que nous, on va se souvenir des JO comme une période cauchemardesque où, comme je l'ai dit, on était la variable d'ajustement pour le divertissement de certains. Environ 1200 étudiants ont dû quitter leur logement pour accueillir le personnel des Jeux Olympiques. Recherche fraîcheur désespérément dans les Pyrénées-Orientales. Le département est toujours en vigilance canicule. Résultat, les habitants et les touristes délaissent les bords de mer pour se rendre en altitude à la recherche donc de la fraîcheur. On voit ça avec Marine Mulset, Mathieu Lepeignet et Paul Bauer. 2200 mètres. C'est l'altitude à laquelle les touristes sont montés pour trouver un peu de fraîcheur. Ce matin, à la station de Font-Romeu Pyrénées 2000, il faisait 22 degrés, bien loin des températures caniculaires ressenties ces derniers jours dans les Pyrénées-Orientales. Ouais, Montpellier faisait 35 degrés, donc c'était difficile. Ouais. Bon, ici, c'est quand même moins chaud, ouais. C'est mieux. Il faisait chaud, Marseille ? Très chaud, canicule, donc 30 degrés la nuit. Là, ça fait du bien. On dort les fenêtres ouvertes et c'est agréable. 800 mètres plus bas, cette famille parisienne entame sa randonnée à la recherche de la rivière La Tête, qui prend sa source à 2500 mètres d'altitude, de quoi garantir des eaux plus fraîches que celles de la Méditerranée. Pour les enfants, c'est plus frais pendant l'été. Exactement. Ils évitent la canicule et ils sont au frais. Donc c'est très bien. Une nouvelle forme de tourisme de montagne qui n'a pas échappé aux professionnels du secteur. Énormément de gens qui séjournent chez nous, qui mettent en avant, et avant tout le reste, cet aspect fraîcheur et respirer. Et finalement, on pense que les gens viennent souvent, surtout sur une capitale sportive comme Font-Romeu, pour faire des activités de pleine nature, de sportives. Mais on voit qu'il y en a de plus en plus qui vous disent on vient pour récupérer, pour prendre un peu de fraîcheur. Donc ça, c'est un peu nouveau de ces dernières années, mais franchement, c'est très prégnant sur la clientèle d'aujourd'hui. Échanger son seau de plage pour une paire de chaussures de marche et l'eau salée pour des sources d'eau douce, cela semble donc être le nouveau pari gagnant de l'été. Et tout de suite, le point sur la météo, justement. Retrouvez la météo avec habitat-et-jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat-et-jardin.com. La météo avec Caudalie et le nouveau stick invisible SPF 50 pour toute la famille en un seul geste. Nouveau solaire Vinosun Protect de Caudalie. La météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, achetez et vendez votre véhicule d'occasion près de chez vous. Bonsoir, certaines régions ont été touchées ces dernières heures par de bonnes averses, parfois même des orages dans l'est du territoire. Vous voyez ici le secteur de Montbéliard. On était sur l'autoroute A36 avec de bonnes quantités d'eau sur cet axe autoroutier. De bonnes averses qui ont circulé également un petit peu plus au sud, en région Auvergne-Rhône-Alpes. On voit un peu plus tôt donc dans la journée ces développements nuageux qui ont donné lieu parfois à de bonnes précipitations. On n'en parlera plus du tout au réveil ce jeudi avec des conditions franchement dégagées, un petit peu de vent en Méditerranée. On retrouvera une petite dégradation plus franche dans l'après-midi qui va s'étaler sur les bords de Manche pour concerner la Normandie, puis progressivement également une partie du Nord-Pas-de-Calais avec des précipitations très faibles face aux hautes pressions. En effet, les pluies seront discrètes, peut-être un petit peu moins sous forme d'orage. En fin d'après-midi, début de soirée, vers les Pyrénées, quelques averses attendues également vers les Alpes ou encore la montagne corse. Alors les températures, on continue de les surveiller évidemment. Cet air très chaud qui a du mal à quitter le bassin méditerranéen, notamment pour les Pyrénées, avec pas moins de 24 degrés au réveil pour Perpignan ce jeudi matin, 25 toujours dans la région de Menton, tout près de la frontière italienne. Et puis l'air chaud qui remontera davantage par rapport à ces dernières heures vers le nord. 27 annoncés à Paris, 27 également dans les rues de Lille.
Retrouvez la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. Regardez la météo avec EntréeDiscount.com. Yes! EntréeDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Top départ de notre Tour de France des plages avec des conditions un peu plus nuageuses. Sur les bords de Manche, on a cette dégradation annoncée qui sera bien là. Elle va se présenter avec quelques nuages, quelques averses de pluie, un petit peu de vent, d'où ces drapeaux jaune-orangé. À prévoir notamment entre la Bretagne et la Normandie. Sur l'arc atlantique, peu de choses à vous dire. Du soleil, des températures très élevées à mi-misant, 25 degrés sur le sable. 24 degrés dans l'eau pour les baigneurs. Attention au vent également qui va se réveiller en cours d'après-midi, notamment sur le littoral varois, à plus ou moins 50-60 km/h. Autour de la Corse également, où l'on vous annonce jusqu'à 28 degrés dans l'eau. N'oubliez pas d'ailleurs, sur les plages surveillées durant votre été, de bien respecter les drapeaux hissés chaque matin par les maîtres nageurs sauveteurs pour votre sécurité. C'était la météo avec Habitat et Jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat et Jardin.com. C'était la météo avec EntréeDiscount.com. Yes! EntréeDiscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine. C'était votre programme avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France. Dans un instant, c'est BFM Soir. Vous retrouverez Samy Sfaxi. Il reviendra notamment sur le risque de confrontation au Royaume-Uni, puisque dans de nombreuses villes du pays, vous le voyez actuellement à l'écran, des rassemblements sont en cours, des centaines d'appels à manifester de la part de militants d'extrême droite, mais aussi des milliers de personnes antiracistes, antifascistes qui sont rassemblées. Point complet dans un instant. Bonne soirée. Au revoir.